Je propose qu'on ouvre donc cette rencontre qu'on a appelée l'équation de la ville durable, mise en place en partenariat avec l'ADEME, et donc je salue Claude Liverneau, donc son directeur régional qui est ici. Tout de suite vous dire pourquoi on intervient sur un sujet, le développement durable. C'est quand même un mot qu'on entend dans toutes les politiques publiques, qu'on entend dans toutes les intentions et qui, depuis un moment, est finalement devenu un mot valise, une tarte à la crème, quelque chose qu'on ne sait même plus comment prendre. Et où on se demande finalement qu'on emploie le mot développement durable ou pas, finalement on fait ce qu'on veut. Et donc c'est quelque chose d'un peu pas simple d'intervenir sur la question du développement durable, puisque on y trouve toutes les contradictions, des contradictions apparentes, des contradictions réelles, et finalement on n'arrive pas au bout, on ne sait pas bien résoudre cette question-là. Alors, le développement durable, en plus, c'est compliqué. Les praticiens en connaissent les complexités, les règles accumulées, les contraintes, les obligations. Est-ce qu'on en voit réellement de façon concrète les bienfaits, les bonheurs, les retombées, pour qui c'est quelque chose qui est ou pas lisible. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de motivant? Voilà des questions qu'on peut se poser. Et quand même, par rapport à la façon dont a été posé le développement durable aux origines, donc le rapport Brundtland dès 87 a fait émerger ce concept, il y a quand même de l'eau qui a coulé. Et notamment qui nous permet de réfléchir et de repenser ce concept de façon pragmatique pour la façon dont on peut l'appliquer donc dans notre quotidien professionnel et même personnel, c'est que finalement on a de façon très lisible une crise. Donc une crise économique, financière, sociétale, et qu'une crise, j'aime bien rappeler qu'en japonais le mot crise ça veut aussi dire opportunité, c'est peut-être une opportunité de réfléchir à qu'est-ce que veut dire pragmatiquement la question donc du développement durable. C'est donc une opportunité peut-être de réflexion, de réorienter la transformation qu'on imagine qu'est le développement durable du fonctionnement de ce monde. Un point qui me semble très important dans la transformation en cours, qui est tellement continu qu'on se demande à quel point il est lisible ou on le prend suffisamment en compte, c'est finalement cet instinct grégaire des hommes qui est pas si facile à expliquer et qui fait qu'on arrive à des taux d'urbanisation dans le monde, des taux plutôt de nombre d'habitants dans les villes par rapport au nombre d'habitants dans les campagnes, même si la question de la séparation et de la ville et de la campagne est une question qui est devenue complètement dépassée, on voit quand même que cette question de la part des villes dans le développement et dans le développement durable est quelque chose qui fait partie de cette nouvelle donne. Voilà une des raisons pour lesquelles l'agence s'intéresse donc à cette question du développement durable. Quand on travaille quand on a travaillé dernièrement en prospective, l'objectif étant donc d'avoir de la lisibilité sur les temps à venir, sur ce qui peut se faire en termes de politique publique localement, on s'est rendu compte que cette question du développement durable, elle était spécialement difficile à appréhender, parce que dans le développement durable, il y a tout à la fois. Et la question foncière, la question énergétique, celle de l'organisation du territoire sont particulièrement ont été particulièrement fortes dans les débats, évidemment celle des déplacements, de la cohésion sociale aussi. Ça a vraiment pris une grande place. Et donc, nous avons choisi de nourrir ces débats avec un cycle de 3 rencontres sur la question énergétique qui était vraiment très technique, difficile à aborder grand public, qu'on fera donc en 2013. Et on a choisi cette année
on va dire, commencer à renseigner cette question avec une conférence plus transversale, plus ouverte. C'est la raison pour laquelle on a invité Jean Engels. La deuxième conférence qui va aussi ouvrir le cycle de l'année prochaine, je vous l'annonce déjà, c'est celle du 14 novembre, donc, où Vincent Kaufmann interviendra donc sur un des points très complexes qui est la relation entre mobilité, cohésion sociale, cohésion géographique, des choses tout à fait importantes en termes de développement durable. Et donc, sur la conférence d'aujourd'hui, pourquoi interroger Jean Engels? L'expérience de Jean Engels a l'avantage d'être extrêmement pragmatique, puisqu'il a travaillé sur Saint-Nazaire à la fois comme économiste et urbaniste pendant de longues années, et qu'il continue à travailler dans le cadre de Urbatopie. Et qu'il en a tiré finalement une expérience de terrain qui peut peut-être nous aider dans ce fouillis complexe qu'est le développement durable, à voir comment l'appréhender concrètement quand il s'agit de villes. Donc la raison pour laquelle on l'a interrogé lui, c'est que dans sa vision, finalement, il arrive, si ce n'est à outiller la transversalité, qui est une grande question qui reste ouverte à nous tous, au moins en tout cas à proposer des démarches qui soient plus ouvertes que de l'empilement d'actions sectorielles, qui évidemment ne font pas développement durable. Et donc cette question de la transversalité, cette question de la gestion de paradoxes, donc je pense que tu l'expliqueras Jean tout à fait bien, me semble, on va dire, particulièrement intéressante dans la façon dont tu portes une vision qui est la tienne, qui est une conviction et qui t'a fait écrire notamment donc, La ville frugale, qui explique cette vision transversale développement durable. Je peux signaler aussi que vient de sortir un ouvrage par Ariela Masbounji, donc qui fait une collection sur un certain nombre de villes, sur Saint-Nazaire, et qu'il y est relaté Saint-Nazaire comme écométropole, donc tout est un programme, une ambition, et que ça relate évidemment tout un travail d'une vie qui est notamment le tien. Voilà. Juste un mot peut-être encore pour questionner le développement durable. On voit bien que dans ce qui est développement durable, il y a une notion de qualité qui est très claire, c'est-à-dire que par rapport à notre fonctionnement actuel, on est dans un niveau de qualité nettement supérieur. Maintenant, on a une réelle difficulté financière, pragmatique, de méthode. C'est comment est-ce qu'on passe de notre fonctionnement actuel à un fonctionnement qui a une qualité bien supérieure? D'où est-ce qu'on peut tirer les marges de manœuvre pour mettre en place les investissements qui sont nécessaires? Donc ça, je pense que c'est une question très importante, parce que si ça n'est ça, à ce moment-là, quelles sont nos alternatives? Et en tout cas, quel chemin? Alors effectivement, moi je me suis intéressé au développement durable, d'une part parce que j'avais une expérience personnelle, j'étais en charge de la stratégie d'une ville qui était une ville en difficulté qui était Saint-Nazaire, et d'autre part depuis 4-5 ans, je me suis intéressé aux stratégies des autres villes, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, et ces stratégies sont toutes fondées justement sur le principe de transversalité, c'est-à-dire comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un des exemples, c'est Bilbao, qui était dans une situation économique très difficile et qui a joué sur la culture pour faire de l'économie. D'autres villes ont joué sur les transports pour faire de la gouvernance. Enfin, on se rend compte que le billard à 3 bandes, le fait de jouer sur un facteur pour débloquer les autres, est une pratique très courante dans les villes, mais qui n'est pas si courante, en tout cas à l'échelle de l'État aujourd'hui. Alors le plan de mon exposé va être assez en 4 parties. D'abord, quels sont les enjeux de la ville durable? Ces enjeux, je vais vous l'expliquer, ont sensiblement évolué depuis quelques années, notamment quand ils ont été confrontés aux difficultés de la crise économique, qui, comme disait Anne, peut être à la fois une difficulté, mais aussi une chance de rebondir et de réorienter la vision de la ville durable. La deuxième
thème, c'est évidemment la question de l'équation des tensions entre les différents objectifs d'une ville qui se prétend durable. Les solutions techniques, je vais vous montrer qu'elles sont nombreuses et que si on avait aujourd'hui une page blanche, on pourrait presque désigner une ville idéalement peu consommatrice d'énergie et peu émettrice de gaz à effet de serre. Malheureusement, on est dans un système qui existe déjà et toute la difficulté, c'est de passer du système actuel à un système plus vertueux. Et donc, ma quatrième partie de mon intervention sera dédiée aux conditions politiques de la ville durable qui sont aussi importantes que les conditions techniques. Tout d'abord, pour resituer l'enjeu, développement durable, il y a développement et durable. Aujourd'hui, les villes, sans épuiser la question du développement durable, sont aux premières lignes sur les deux plans. Concernant le développement, on sait que l'économie de la connaissance, l'économie métropolitaine se développe dans des régions urbaines, si ce n'est dans des très grandes villes, hein, pas forcément dans des méga-villes, dans les mégapoles, mais on voit bien qu'aujourd'hui en France, c'est Bordeaux, c'est Toulouse, c'est Nantes, c'est Strasbourg aussi, et que Paris plafonne, et que ce sont ces villes-là qui aujourd'hui tirent le développement. Concernant l'aspect écologique, les consommations urbaines, habitat, bâtiments, transport, suivant les façons de compter, c'est l'ordre de 60% des consommations d'énergie et des émissions de CO2. Évidemment, les villes sont en première ligne pour gérer les fractures sociales, mais par rapport à ces défis, on voit aussi qu'il y a une ouverture des possibles urbains, ça c'est le point positif des choses, qui n'est pas toujours bien comprise et appréciée par les responsables politiques, parce qu'ils ne se rendent pas toujours compte du fait que leur ville peut bouger plus qu'on peut le croire au début. Un exemple, alors voici une carte qui montre, aujourd'hui il y a beaucoup de villes qui ont le fantasme d'être millionnaires pour attirer des investissements et de l'économie de la connaissance. On voit qu'en France, il n'y en a que 3. Et Bordeaux, Nantes, je ne sais pas si Strasbourg, ou en tout cas en s'alliant avec d'autres, rêvent de franchir ce cap du million qui détermine un palier dans l'attractivité. Pour l'ouverture des possibles, ça vous avez tous reconnu le centre Pompidou de Metz, qui est pas loin d'ici, et qui aurait imaginé qu'il ferait 1,5 million d'entrées cette année, qui aurait imaginé qu'une ville de garnison qui était plutôt austère deviendrait une ville attractive sur le plan culturel. Ça montre bien qu'il y a des marges de manœuvre, et c'est pas simplement les 1,5 million de visiteurs, c'est que derrière il y a toute une économie touristique qui s'est greffée, et qu'autour de ce centre culturel, il y a déjà une opération de bureaux, donc une économie tertiaire qui est en train de se greffer. Alors il faut voir que la façon d'appréhender le développement des territoires a profondément évolué depuis 30 ans, 20 ans. Il y a 20 ans, on imaginait que ce qui faisait le territoire, c'était la valeur ajoutée qui était créée, c'était les usines. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui fait le développement d'un territoire, ce sont les revenus distribués. Et ces revenus distribués, ils viennent pas seulement de la valeur ajoutée, mais ils sont aussi ce qu'on appelle l'économie résidentielle, c'est-à-dire les salaires ou les revenus des gens qui sont soit retraités, soit qui habitent ailleurs, soit qui touchent des pensions et qui finalement tirent une partie de l'économie. Et on se rend compte, par exemple, que ça, c'est la carte de l'économie résidentielle en France. Vous voyez qu'il y a des régions, et la moyenne, c'est 55%. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir les chiffres, mais il y a des régions qui ont 80% d'économie résidentielle. Là, la Corse, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une usine, il n'y a pas une activité productive, mais c'est des territoires qui se développent quand même. Donc ça quand même, et on voit que l'Alsace est effectivement la partie périphérique, mais que la partie Strasbourg est relativement peu tirée par l'économie résidentielle et essentiellement par l'économie productive. Ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner la production, mais ça veut dire que la carte des possibles qui sont ouverts aux villes pour se développer s'est sensiblement modifiée et ouverte depuis 20 ans. On pourrait y revenir, si vous voulez, dans les questions après. Alors, maintenant, pour la partie purement durable, écologique de la dimension, on se rend compte qu'il faut bien d'abord rappeler une chose, c'est qu'au début, les premiers écologistes n'aimaient pas les villes. Le fantasme résidentiel des premiers écologistes, moi je les ai connus, ceux des années 80, c'était le retour à la terre, c'était la maison autonome plantée dans les Cévennes, et que finalement, il a fallu un certain temps pour que les mouvements écologistes s'intéressent à la dimension urbaine, dont on va voir qu'elle est pourtant essentielle. Donc voilà un petit rappel de l'histoire. Hein. La charte d'Albor, qui est la première réunion qui a essayé d'esquisser les prémices d'une ville durable, mais à ce stade, on était encore sur des choses très générales. Hein. Et puis, on est arrivé à la charte de Leipzig, là où aussi on a un peu une liste de commandes au Père Noël, c'est-à-dire qu'on dit que la ville durable doit être une éducation élevée, être propre, performante, mais on ne dit pas comment on peut concilier tous ces objectifs. Hein.
Il y a un cadre de référence de la ville durable qui a été édité en 2010 et adopté par tous les gouvernements des pays de l'Union européenne et qui est effectivement une liste de commandes au Père Noël, mais qui n'est pas opérationnelle pour un élu. Il se dit voilà ce qu'il faudrait faire idéalement, mais comment? L'autre élément, c'est que, alors si tout le monde est à peu près d'accord pour dire ce que c'est qu'une ville non durable, la ville non durable, c'est la ville éclatée, la ville dont toutes les fonctions se sont dispersées dans la nature ou dans la périphérie, mais au milieu, on se demande ce qui peut se passer. Aujourd'hui, il faut bien voir qu'il y a une grande diversité d'approches de la ville durable. Attendez, oui, je vais revenir après. Est-ce que c'est un écoquartier? Est-ce que c'est là, on voyait, on est à Stockholm, c'est un écoquartier très technique. Ici, on est près d'ici à Freiburg. Là, on est à Vancouver qui a inventé un concept d'éco-densité en disant qu'il faut mettre les gens dans des tours pour que ça soit économe. Là, on est à Helsinki, dans la nature. Et là, on est dans une ville, la ville durable vue par les ingénieurs d'Eiffage et d'IBM, qui est une ville complètement pilotée par ordinateur. Donc on voit bien que sur le concept de ville durable, on peut aller sur des choses très diverses et même ce que l'appelle le greenwashing, c'est-à-dire que vous avez sûrement vu des projets d'architectes qui vous montrent à Paris, notamment sur le Grand Paris, une tour de 30 étages avec un petit arbuste en haut, et on vous explique que c'est une tour durable et écologique. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on est un peu... alors il y a eu plein de choses qui ont été faites depuis 10 ans. Hein. Si vous voulez, la notion de ville durable, elle est vraiment devenue opérationnelle, en tout cas en France, à partir des lois de 1999 et 2000, loi Voynet, etc., qui ont institué, notamment, qui ont obligé les villes à avoir un plan d'aménagement et de développement durable, un PADD. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à introduire la notion de développement durable de façon méthodique dans les projets d'urbanisme. Avant, il y a bien eu déjà des choses. Parallèlement, on a eu un certain nombre d'investissements lourds dans les tramways, des grands projets, des écoquartiers. Toutes les villes ont aujourd'hui cette panoplie. Hein, Strasbourg était avant les autres, était précurseur sur le tramway. Mais aujourd'hui, on l'en voit même dans des villes beaucoup plus petites. Ceci dit, on se rend compte, après 10 ans de forte innovation sur le champ du développement durable, on est un peu, depuis 2010, dans une phase de questionnement. On se rend compte que les centres, on a très bien réussi à effectivement réduire la circulation, développer les vélos. Vous êtes une ville exemplaire, 9% de vélos. Le maillot jaune en France, toutes les autres sont à 3 ou 4%. Bon, pas maillot jaune en Europe parce que Copenhague est à 35% des déplacements en vélo et Amsterdam à 20%, mais c'est bien. Donc c'est des choses qui ont été faites. Par contre, on se rend compte qu'on arrive dans le mur sur le plan budgétaire. Beaucoup de villes commencent à s'interroger sur la 3e ou la 4e ligne de tramway. Moi, j'étais à Bordeaux récemment. Est-ce qu'on fait la 4e? Comment on va la financer? On commence à compter, à se rendre compte que tous ces investissements coûtent cher, que parallèlement, l'État a un peu repris la main sur les finances locales. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas lire un journal sans quelqu'un vilipende les dépenses exorbitantes des collectivités locales. Donc il y a quand même une pression très forte pour limiter les investissements des collectivités locales. Et puis le 4e paramètre, comme je vous l'ai dit, c'est le flou aujourd'hui sur la notion de ville durable. Alors parallèlement, on se rend compte que les coûts urbains, les coûts que vous supportez vous en tant que soit locataire, soit usager se déplaçant dans la ville, ont tous profondément bougé dans le mauvais sens depuis 10 ans, avec une part du logement qui est passée de 20 à 25% dans le revenu des ménages. C'est une moyenne, ça veut dire que quand on enlève les propriétaires qui ne dépensent pas un centime parce qu'ils sont déjà propriétaires de leur maison, enfin qui sont déjà propriétaires de leur logement, 50% de la population, les autres, en région parisienne, c'est 50% de leurs revenus qui passent en loyer et un peu plus si on ajoute les transports. Donc c'est quand même, l'urbain, c'est une pression sociale aujourd'hui sur les revenus des ménages qui est très très forte. Et que pour l'instant on n'a pas su gérer, il faut le dire comme les choses comme elles sont. Même des villes exemplaires sur le plan écologique comme Copenhague est une ville qui est aujourd'hui très chère, c'est même une des villes les plus chères d'Europe. Donc si vous voulez, c'est très difficile aujourd'hui, on se rend compte, de faire écolo et de faire économe. Donc c'est en partant de ces constats, moi que je me suis posé la question simple, comment on fait une ville à la fois durable, désirable, parce qu'il ne s'agit pas de faire non plus une caserne écologique, et abordable. C'est ça la question qui est le fil de ma vision, enfin de ma proposition. Alors quand on se pose la question ainsi, on se rend compte qu'on a c'est une équation à 4 inconnues ou 4 termes. La première, c'est de concilier ce qu'on appelle la compacité, et je vais les développer après, c'est concilier ce qu'on appelle la compacité urbaine. On se rend bien compte que pour que les villes ne consomment pas trop d'énergie, il ne faut pas qu'elles se dispersent trop
dans la nature, mais comment on concilie une ville compacte, une ville qui est désirable et qui répond au désir d'espace des Français. On parlait ce matin, cet après-midi de l'Alsace, 67% des Alsaciens rêvent d'habiter dans une maison individuelle. Je crois que c'est le chiffre, 65%. Donc comment on fait? Deuxième contradiction de l'équation, c'est comment on assure une mobilité, on continue à assurer la mobilité, qui est une exigence sociale, mais aussi une exigence économique, parce que quiconque a un emploi un peu qualifié ne peut pas trouver une offre au pied de sa maison. Donc plus on est spécialisé, plus il faut un bassin d'emploi large pour avoir une chance de trouver un métier une offre qui corresponde à votre demande. Troisième terme de l'équation, c'est comment on fait des villes qui sont attractives sur le plan, qui sont dans un système métropolitain. Ça ne veut pas dire forcément des mégapoles, mais qui en même temps soient vivables, équitables. Et enfin, comment on réussit à faire tout ça avec un coût urbain qui est acceptable et abordable. Donc, voilà l'équation telle qu'elle est, à mon avis, que doit résoudre aujourd'hui un urbanisme durable. Alors, pour répondre à ces questions, il y a plusieurs... je vais vous montrer qu'il y a énormément de solutions. Je ne vais pas avoir le temps de toutes vous les décrire parce qu'on est dans un temps compté, mais simplement essayer de vous démontrer qu'il y a des solutions à tous les étages et qu'elles sont de nature très diverse. Alors vous me pardonnerez cet inventaire un peu à la Prévert, mais on va commencer par l'idée de la première terme de l'équation, compacité, désir d'espace. Alors elle se joue... D'abord, qu'est-ce que c'est que la compacité ? Ça vous paraît curieux, mais les urbanistes eux-mêmes ne sont pas encore tout à fait précis d'accord là-dessus. On sait que c'est un peu de densité. C'est sûr qu'il ne faut pas des villes trop étalées pour que... Ça, c'est la consommation d'énergie, et ça, c'est la densité. C'est une courbe qui a été étudiée à toutes les échelles, entre les villes. Ça, c'est en région parisienne. On se rend compte que quand on décroche, quand on fait un territoire trop peu dense, la consommation s'envole, parce que à la fois, on est dépendant de la voiture, et en même temps, les distances s'augmentent. Donc on augmente deux facteurs à la fois, et effectivement, ça décroche. Ça ne veut pas dire pour autant que il faut habiter dans les tours pour vivre dans une ville écologique. Au contraire, cette courbe, il faut la voir de façon positive. Elle montre qu'il faut une densité minimum, une compacité minimale, mais qu'après, ça ne vaut pas tellement la peine de densifier. Parce qu'on va se créer énormément de difficultés, on va augmenter les coûts de construction, mais la consommation d'énergie va se réduire assez peu. Donc en fait, la ville plutôt optimale sur le plan écologique, si on parle de forme urbaine, c'est plutôt la ville de densité moyenne, c'est-à-dire ça fait une large, ça va du bourg et du bourg compact effectivement à la métropole, mais on n'est pas obligé d'aller dans un système hyper dense. Parallèlement, quand on peut concilier, si on veut faire baisser la densité, il faut être bon sur les autres facteurs qui sont la mixité fonctionnelle et la ville de courte distance. Alors pour l'habitat, voilà, ça c'est une forme urbaine qui est effectivement complètement dépendante de l'automobile. C'est un lotissement, il a tous les défauts, il est en pleine nature, il n'a pas une masse critique suffisante, c'est-à-dire que là il y a 150 logements. Et en plus, pour circuler à l'intérieur, pour aller d'un point à un autre, on n'est pas sur des courtes distances, on ne peut pas faire ça, on est obligé de faire tout un serpentin. Donc là on est quasiment sûr de prendre sa voiture, y compris pour emmener un enfant à l'école ou pour aller chercher sa baguette. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'architectes et d'urbanistes, notamment en région parisienne, qui travaillent sur la possibilité de réintroduire de la densité dans les tissus existants. Et c'est le mouvement BIMBY, donc vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Build in my backyard, par opposition. Donc c'est tout ce système de dire on peut peut-être diviser des parcelles qui sont grandes, 2000 m² et en faire 2 logements là où il n'y en avait qu'un. Aujourd'hui, à Rennes, la taille moyenne des parcelles en 5 ans est passée de 800 m² à maintenant à 500 m². Donc on est sur un mouvement de réduction. Alors, il y a bien des gens, bien sûr, qui ont envie d'avoir un grand jardin, mais c'est pas toutes les enquêtes qui sont faites montrent que beaucoup de gens ont effectivement envie d'une maison individuelle, mais pas forcément d'avoir 1000 m² à tondre. Et là, il y a peut-être des solutions à trouver. Un autre facteur très important de gestion de la contradiction espace-densité, c'est les cœurs d'îlots. C'est peu souvent signalé, mais il y a énormément... Il faut savoir que quand vous avez ce type de forme urbaine, la partie intérieure des cours d'immeubles, c'est la moitié de la surface de la ville. C'est-à-dire qu'il y a... donc, soit vous faites du béton, soit vous faites de la verdure. Ça change complètement dans la façon dont la ville est végétalisée. C'est une chose très importante.
À une autre échelle, là, on est sur les courtes distances. C'est un exercice qui avait été fait par des urbanistes européens. Quelle serait la ville de courte distance idéale? Bon, en fait, elle existait autrefois, c'était le bourg où il y avait le bus qui s'arrêtait au milieu de la place du village, et puis tous les commerces qui étaient autour. Cette solution apparemment simple, en fait, elle a été rendu difficile parce que pour des logiques foncières, vous trouvez, quand vous regardez un territoire de près, vous vous rendez compte qu'on a mis le lycée là ou le collège là parce qu'il y avait de l'espace. La supérette, elle s'est mise là parce que c'est plus facile de se garer. L'arrêt de bus, il est ici parce que la 4 voies passe là. Enfin bref, on arrive à faire sur des territoires qui ont la capacité, mais à les rendre peu pratiques en fait sur le plan de la vie quotidienne. Et il faut voir que, on le verra tout à l'heure, que dans la mobilité, un tiers des déplacements, c'est des déplacements domestiques, hein, donc c'est très important. En plus, ils ont une vertu pédagogique. C'est-à-dire que si on prend sa voiture pour aller chercher sa baguette ou conduire un gosse à l'école, 35% des enfants français vont aujourd'hui à l'école en voiture, il y a de grosses chances qu'on la prenne pour assurer tous les autres déplacements. C'est la porte d'entrée dans la mobilité, si vous voulez. Alors, un autre exemple de système sur lequel on peut énormément gagner pour réduire la consommation d'espace, ce sont le commerce. Cette solution-là, elle consomme 10 fois plus d'espace à mètre carré de surface utile que celle-là. C'est les mêmes enseignes, c'est les mêmes marques, mais là, on a un parking souterrain, 2 niveaux de commerce, des logements au-dessus, et là, on a une espèce de zone bituminée avec une nappe de bagnole, et voilà. Donc, c'est deux solutions. Alors, la nature dans la ville, c'est aussi une chose auquel les villes se sont intéressées de façon relativement récente. Jusqu'à une période récente, on pensait que la nature dans la ville, c'était le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant. Et il y a des villes comme Stockholm qui se sont rendues compte que ce n'était pas du tout le nombre de mètres carrés qui était important, c'est la qualité de l'espace vert et sa valeur d'usage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui travaillent sur le fait de donner une valeur. Là, ici, ça pouvait être une bande de gazon sans intérêt ou un crottoir pour chiens, et on en fait un potager collectif. Là, sur l'état Bilbao, il y a des systèmes de... On peut faire de la gymnastique, contrôler de l'éducation physique dans le jardin. Là, on est à Hambourg, où la ville a cédé aux résidents loue la rue pour qu'ils le transforment en espace vert à leurs frais. Et voilà. Donc, différents exemples qui montrent qu'on peut énormément... Quand vous regardez les villes françaises, vous regardez les espaces verts, vous voyez des ronds-points, par exemple, gazonnés, ou des bandes de gazon le long des avenues qui n'ont aucun intérêt. Alors, une des choses aussi, des découverte des dernières années, c'est le fait de mettre en circulation, en réseau, les différents espaces verts de la ville, ce qu'on appelle les circulations vertes. Alors, Lyon, par exemple, tous les parcs de la ville seront bientôt reliés par les 2 promenades qui sont l'une sur le Rhône, l'autre sur la Saône. Donc, ça veut dire que vous sortez de chez vous, vous allez dans un square de quartier, ce square est relié à la promenade urbaine. La promenade urbaine vous le mène au parc de la Tête d'Or, qui fait 50 hectares, et lui-même, il peut être connecté aux forêts, aux bois, qui sont en périphérie de la ville. Aujourd'hui, 35% des Français prennent leur voiture pour aller faire du sport, c'est-à-dire pour courir. On pourrait imaginer qu'ils le fassent directement en sortant de chez eux. Et d'ailleurs, Copenhague s'est fixé pour objectif que 80% des habitants soient à moins de 300 mètres d'une circulation verte de ce type. Donc mailler tout le territoire urbain par des circulations. Alors, la deuxième, là on était sur la première contradiction, hein, il désir d'espace, compacité. La deuxième, c'est la mobilité. On disait cet après-midi que 50% des déplacements, donc 60% en Alsace, c'est moins de 3 km, c'est ça? Je passe sous votre contrôle. Hein, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Donc on voit bien qu'il y a toute une mobilité sur laquelle il ne faut pas raisonner de la même manière sur la mobilité professionnelle, qui inclut le domicile-travail et aussi les relations entre entreprises, et la mobilité domestique. Donc il y a tout un travail à faire pour gérer cette mobilité-là. Alors on voit qu'aujourd'hui, il y a des différences énormes de consommation d'énergie entre les parties agglomérées des villes. Par exemple, c'est pas seulement le centre de Strasbourg, mais c'est aussi le Grand Strasbourg. Et le périurbain, on voit qu'on est sur un écart de 1 à 2 en consommation d'énergie, en kilomètres parcourus, et avec une part de l'automobile bien plus importante, effectivement. Donc on voit bien qu'il y a des modèles urbains qui sont plus consommateurs que d'autres en matière d'énergie.
Alors, pour résoudre cette question, les villes ont évidemment investi dans les transports collectifs, mais aujourd'hui avec une limite, une limite qui est financière. Ça, c'est une courbe qui a été faite par le laboratoire d'économie des transports, qui montre que quand une ville investit dans les transports urbains aujourd'hui, au début, ça rapporte beaucoup, enfin, ça rapporte du trafic, du passager, puis qu'après, pour augmenter, ça c'est l'investissement et ça c'est le nombre de gens qui montent, la proportion qui monte dans les bus ou dans les transports. On voit bien qu'après, ça devient complètement contre-productif et il va falloir aujourd'hui, quand un bus circule à vide, d'un point de vue écologique, enfin, le transport urbain peut être catastrophique sur le plan écologique si le bus circule à vide et qu'en plus il est catastrophique sur le plan économique et des collectivités locales. Et aujourd'hui, beaucoup de villes sont en train de faire un peu, après un investissement tout azimut dans les transports collectifs, sont un peu en train de faire les comptes et de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors la marche à pied était redécouverte, ça paraît curieux, et c'est d'abord dans les très grandes villes. On s'est rendu compte que, par exemple, la vitesse d'un piéton pouvait varier de 2 à 5 km/h suivant la facilité de son parcours. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené à New York, mais on doit être à 1 km/h et demi, parce que à chaque bloc, il y a un feu rouge, et finalement, on va très très lentement. Et des villes comme Londres, par exemple, ont beaucoup investi depuis quelques années dans la marche à pied, la signalisation. Le fait d'indiquer aux gens Hyde Park est à moins de 10 minutes, etc., pour forcer pour inciter les Londoniens à utiliser la marche à pied. Il y a un autre avantage, et ça c'est surtout dans les villes américaines, mais qu'ils redécouvrent, c'est que la question de l'obésité, Montréal a fait des études là-dessus, s'est rendu compte que 30% de sa population était en surpoids, donc développe la marche à pied pour des questions de santé. Alors la marche à pied, il y a aujourd'hui l'Université de Lausanne qui a étudié beaucoup la façon dont ça fonctionnait. Elle se rend compte que c'est un mode de transport qui, bien qu'étant même pas moyenâgeux, millénaire, a plein d'avantages. D'une part, l'aspect santé, mais aussi ils appellent ça un mode de déplacement transversal, c'est-à-dire qu'on peut aller, quand vous êtes dans une voiture, vous allez d'un point A à un point B, il est hors de question de changer de direction, alors que quand vous marchez à pied, vous pouvez voir une vitrine, rencontrer un ami, vous avez un système de déplacement qui est beaucoup plus riche en fait sur le plan social que d'aller d'un point A à un point B. Enfin, alors, on se rend compte, quand on s'est dit la marche à pied, c'est vraiment un objectif, même moi, en marchant dans Strasbourg, qui est pourtant une ville quasiment piétonne, on se rend compte qu'il y a des problèmes de largeur de trottoir, de conflits avec les vélos, de lisibilité, d'intérêt du parcours piéton, de dénivelé. Alors il y a un certain nombre de villes qui se sont lancées dans des innovations. Bilbao, des ascenseurs urbains pour que les piétons franchissent le dénivelé. Là, on a Londres, c'est des transports, des passages cloutés diagonaux pour gagner du temps au transport, au Carrefour. Et ici, on est à Paris, on a une promenade verte qui va de la Bastille au Bois de Vincennes. Alors la famille vélo, elle s'est considérablement développée. J'ai vu que là, c'est de l'artisanat, mais tout à l'heure, en promenant dans Strasbourg, j'ai vu un vélo de DHL. Donc même des professionnels, c'est plus des écolos marginaux, c'est des grandes sociétés de courrier qui s'intéressent à la livraison par cycliste. Alors, une autre page dont on se rend compte qu'elle pourrait jouer un rôle, notamment dans les villes étudiantes. Par exemple, si vous allez à Bordeaux, vous vous rendez compte que la promenade le long de la Garonne est utilisée par des étudiants en roller, mais ils font pas là pour rigoler. Ils vont à l'université, on voit qu'ils sont en déplacement. Ils ne sont pas en train de se promener pour s'amuser. Donc il y a une utilisation possible des modes ludiques de différentes tailles. Ici, on a un skate électrique qui va à 20 à l'heure. Donc il ouvre plein d'horizons. Et on se rend compte que, par exemple, pour qu'un système comme ça fonctionne, c'est la qualité de revêtement. Si vous mettez des pavés, c'est foutu, ça ne marche pas. Donc là, on avait fait cette promenade à Saint-Nazaire sans aucun... on n'avait absolument pas l'envie d'encourager les modes ludiques. On se rend compte qu'elle est devenue une véritable autoroute de modes ludiques. On voit des gens qui vont à leur boulot en roller, en vélo, en patin, en patinette. Enfin, on crée l'infrastructure, on se rend compte à quel point il faut savoir que dans toutes les maisons françaises, je crois qu'il y a on a un vélo et demi par habitant en France. Donc il suffit de créer le système et puis les outils sortent. Alors là, vous avez des solutions mixtes avec les transports collectifs. Même chose pour la voiture électrique, où là on se rend compte qu'on est peut-être à un carrefour. S'il s'agissait simplement de remotoriser la voiture classique avec la voiture électrique, ça n'a aucun intérêt. Par contre, s'il s'agit d'inventer une voiture urbaine
qui consommera, qui aura 4 ou 5 fois moins de puissance que les voitures actuelles, ça a peut-être un intérêt. Donc tout ça pour vous dire que sur les solutions techniques, on en a presque trop aujourd'hui. Le problème, c'est de les articuler dans des systèmes cohérents. Alors sur les coûts fonciers, la question des coûts, on se rend compte que bien sûr elle a des réponses juridiques, des stratégies foncières ou économiques. On se rend compte aussi que peu de villes, et même les particuliers connaissent mal leurs coûts urbains. Par exemple, on se rend compte que les gens qui font le choix d'habiter en périphérie, dans le territoire périurbain, souvent ne comptent que le coût de l'essence, mais ne comptent pas le coût de la voiture, tous les coûts induits. C'est-à-dire que typiquement, un jeune ménage se dit, tiens, c'est moins cher, je vais acheter je peux acheter à Strasbourg sans que je ne peux pas. Et puis, on a 2 vieilles bagnoles, on verra bien. Et puis, finalement, la première vieille bagnole tombe en panne, et puis il faut en acheter une neuve. Puis là, les coûts urbains commencent à se... Le problème des subprimes, est né en partie aux États-Unis de citoyens qui avaient acheté des maisons très éloignées des centres-villes et qui, quand le prix de l'essence est monté, on se retrouvait insolvable, si vous voulez. Ça a été ça un des déclencheurs de la crise. Alors, pour réduire les coûts, il y a aussi des réponses qui sont techniques, pas seulement des réponses juridiques. Il y a... Notamment, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que les logements les moins coûteux à construire, c'est plutôt de l'habitat intermédiaire, c'est-à-dire des maisons de ville ou du petit collectif, et que quand on est en individuel diffus, les coûts augmentent parce qu'il y a des infrastructures, des réseaux très importants à faire pour loger une maison. Et quand on fait des tours, les coûts augmentent également parce que construire une tour, c'est plus cher que construire un immeuble d'étage moyen. Une autre solution auquel s'intéressent les villes pour maîtriser les coûts, c'est l'organisation des réseaux et des polarités. Là, on est à Turin. Quand vous avez une ville où tous les réseaux se convergent vers un point unique, il est évident que ce point subit une pression foncière immobilière privilégiée. En France, c'est le système Paris. Tous les réseaux convergent vers Paris. Paris, 10 000 € le mètre carré. C'est normal, si vous voulez. C'est complètement logique. Et dans les métropoles, c'est la même chose. Quand vous regardez, souvent, les prix sont beaucoup plus chers au centre. Alors, il y a un certain nombre de villes qui s'intéressent aujourd'hui à des organisations polycentriques. Et un des bons exemples, c'est Berlin, dont, en plus des réseaux qui se croisent au centre, a une espèce de boucle de ring qui répartit la pression foncière. C'est-à-dire que vous n'avez pas une ville avec un centre unique, mais plusieurs centres. Alors bien sûr, il y a l'histoire Berlin-Est, Berlin-Ouest. Il y a aussi le fait que Berlin est une ville qui n'est pas en grosse pression démographique, mais Berlin est une ville de cette taille qui est la moins chère d'Europe. C'est le prix Strasbourg. C'est 3 fois moins cher que Paris pour une ville qui a 4 millions d'habitants. Donc là, on voit vraiment que l'organisation polycentrique, c'est une des solutions pour essayer d'éviter la flambée des coûts urbains. Alors tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de marges de manœuvre, mais qu'elles sont nombreuses, de nature très différente, qu'elles font appel à la technologie, bien sûr, à l'adaptation des systèmes urbains, c'est ce qui est le plus compliqué, mais aussi à la modification des comportements. On voit aussi que derrière tous ces leviers, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs de nature très différente. Les citoyens, les collectivités locales, les opérateurs de transport, bien sûr les entreprises. Il y a différentes échelles. Donc le problème pour les villes, c'est de gérer tous ces paramètres, mais dans un temps politique qui n'a pas changé. Aujourd'hui, on est incapable de faire une stratégie urbaine à plus de 18-20 ans, c'est-à-dire de 3 mandats municipaux. Après, on se perd complètement dans les brumes de la prospective. Enfin, on n'est plus dans la prospective, là on vient dans la futurologie ou dans l'incertain complet. Et donc, le temps des stratégies, lui, et le temps politique, le mandat, il est le même. Donc le gros problème qu'aujourd'hui à résoudre les villes qui veulent changer de mode urbain, c'est de jouer sur tous ces leviers, mais dans un temps qui est très compté. Alors, quelle méthode ? Alors, moi, je me suis intéressé depuis, comme je l'ai dit, un certain nombre d'années aux stratégies des villes européennes. Je me rends compte qu'il n'y a pas de méthode qui a été écrite, mais que les méthodes de ces villes, qui sont des méthodes très approximatives, empiriques, elles convergent vers un certain nombre de principes que je vais essayer très simplement,
parce que je vois que l'heure tourne, de vous lister, de vous raisonner. Alors le premier, Anne parlait tout à l'heure de transversalité, je crois que c'est ça, c'est peut-être le plus important, c'est que ces villes ont tout en commun d'avoir appris à jouer sur un paramètre pour faire bouger les autres, jouer sur la culture pour faire bouger l'économie. Bien sûr, il y a d'abord la cohérence spatiale entre l'urbanisme et les transports. Là, on est par exemple à Grenoble où il y a des contrats d'axe entre les compagnies de transport et les villes de la périphérie en disant on vous donne le tramway, mais vous vous engagez à construire dans un rayon de moins de 500 mètres ou de moins de kilomètres autour de la station. C'est le deal. Ça s'appelle un contrat d'axe. Mais de façon beaucoup plus complète, on se rend compte que quand on essaye là, le schéma est très simplifié, mais regardez les relations de cause à effet entre, par exemple ici, à Nantes, c'est sur le transport que s'est fait la gouvernance politique. C'est-à-dire que le tramway a été l'outil qui a permis aux maires de la ville-centre de fédérer les maires des villes périphériques et de construire une stratégie ensemble. S'il n'avait pas eu le tramway, il n'aurait pas eu sa gouvernance et il n'aurait pas été en mesure d'établir une stratégie pertinente à l'échelle de... Là, on a une flèche qui peut être culture à économique. C'est celle qu'a utilisée Bilbao. Bien sûr, la culture n'a pas été le seul levier. Il y a eu aussi une attractivité urbaine qui a été faite autour du centre Guggenheim, mais on voit bien que c'est une ville qui était dans un marasme économique complet et qui a eu une approche vraiment transversale. Bien sûr, l'éducation va jouer, mais elle va également jouer sur la gouvernance. Vous voyez, on peut prendre toutes ces flèches, les croiser. Ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que les villes jouent, et pour elles, c'est devenu une pratique courante. Autant aujourd'hui, pour les États, on est encore complètement prisonnier de la contrainte économique, autant pour les villes, le fait de jouer sur la culture ou l'éducation pour contourner l'économique, c'est quelque chose qui est... Alors, la raison, elle est très simple, c'est que les villes n'étaient pas en mesure d'évaluer leur potentiel. D'une part, elles n'étaient pas en mesure d'évaluer leur PIB. La notion de PIB municipal ou régional, c'est quelque chose de relativement récent et encore très contesté. Et d'autre part, elles n'avaient pas la maîtrise. Quand une ville voit son entreprise majeure disparaître de la nature, elle n'a aucun levier pour agir directement sur l'économique. Donc c'est ça qui a donné peut-être aux villes ou aux territoires une certaine intelligence pour contourner la contrainte économique. Alors, la cohérence opérationnelle, le deuxième élément de la méthode, c'est qu'on joue sur différents leviers pour obtenir le même résultat. Les réglementations, il y a une créativité formidable des villes en matière par exemple, de réglementation. Là, on est à Copenhague, c'est un autoroute pour vélo dont les feux sont synchronisés avec la vitesse des vélos. Vous voyez, dans les villes, souvent, les feux sont synchronisés avec les voitures. Là, c'est les vélos, 20 km/h la vitesse de synchronisation des feux. Là, vous voyez différent. Là, ce qui se développe dans un certain nombre de villes. Je pense que c'est Berlin, c'est des low emission zones, c'est-à-dire on tolère dans ces zones que les véhicules qui émettent moins de temps. Dans 10 ans ou dans 5 ans, ça sera que les véhicules qui émettent zéro. Donc on peut très bien imaginer, et c'est très vraisemblable, que des villes instaurent, alors ce ne sera pas seulement des zones piétonnes, mais des zones réservées aux véhicules zéro pollution. Il y aura une demande très forte. Pour moi, je pense qu'il y aura un phénomène à peu près du même genre que ce qui s'est passé pour fumeurs-non-fumeurs. Il y a 20 ans, tout le monde disait, bon, les fumeurs, c'est impensable de lutter contre ça, on a tous les buralistes. Puis en 2 ans, la chose a basculé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Politiquement, les non-fumeurs sont devenus supérieurs en poids aux fumeurs. Et on dit, nous, on en a marre de respirer la fumée des autres. Et en quelques années, finalement, tous les pays d'Europe ont basculé dans la réglementation. On peut très bien imaginer que le même phénomène se joue et que tous les gens qui circulent en vélo ou à pied se disent, moi, j'en ai marre de respirer les vapeurs diesel des voitures qui polluent. On a déjà des réflexions sur le fait de supprimer les diesels de certaines villes. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui s'engage. L'innovation, les villes sont également très partie prenante des innovations en termes de transport. Cette voiture-là, l'Autolib, a été développée en partenariat entre la ville de Paris et un groupe privé, Bolloré. Donc la voiture n'existait pas avant d'être implantée à Paris. On voit de façon plus anecdotique, là on est en Wallonie, une compagnie de transport qui a développé un vélo pliant qu'elle loue à ses usagers en même temps que la carte d'abonnement. Bien sûr, il y a tous les systèmes de vélos en libre service où chaque ville s'implique. L'éducation, qui est un phénomène très important, s'il y a des temps de différence entre les villes françaises et les villes scandinaves ou hollandaises en matière d'usage du vélo, il y a peut-être une raison qui serait d'ordre éducatif. Hein. Donc tout ça, ce petit schéma, je ne vous demande pas de le lire parce que c'est trop compliqué, enfin, il y a trop de mots, mais ça vous montre que
faire une stratégie de durable, c'est un espèce de tissage. On va jouer simultanément sur un certain nombre de registres, et puis pour chacun d'eux, cumuler des réglementations, des services publics, de l'organisation urbaine et de l'éducation et du désir. Alors j'avais dit dans mon introduction désirable, abordable et durable. Le quatrième point de la méthode qu'utilisent toutes les villes qui ont des stratégies importantes, c'est qu'elles réussissent à créer un désir collectif autour de ces objectifs. Un bon exemple, c'est le Vélib'. Bon, personne n'imaginait que les Parisiens se remettraient à rouler en vélo, alors que c'est vraiment dans des conditions qui sont épouvantables en termes de pollution, etc. Et en fait, ça a marché parce que le système est désirable. Enfin, il donne envie. Il y a à la fois un mélange de design, de commodité d'usage, et qui fait qu'on a envie de jouer le désir. Alors les villes, elles jouent toutes sur des registres différents. Bordeaux, bon, c'est monument. Liverpool joue sur les Beatles. À Namur, on affiche les héros locaux. On peint les portraits des héros locaux sur, là vous reconnaissez Poulvord, sur le fronton de la mairie. À Lyon, c'est la lumière. À Nantes, c'est un éléphant. À Stockholm, ce sont des stations de métro. À Bilbao, ce sont des ponts. Mais chaque fois, si vous voulez, la dimension du désirable. Et en fait, l'idée, c'est de dire, pour que les gens aient envie de revenir en ville et accepter une réduction de leur consommation d'espace, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait un plus, en fait. Et ce plus, c'est de l'identité, c'est de l'attachement. Ce sont des choses qui ne sont pas sur les catalogues des maisons, des pavillons industriels, les maisons Phoenix. Donc c'est ça, c'est une des choses sur lesquelles jouent les villes pour faire du durable. Le quatrième pilier, c'est la gouvernance, c'est de faire participer la population au projet de ville durable. Et là, effectivement, on a un certain nombre de méthodes. L'éducation joue un rôle, et j'arrive... Là, par exemple, on est à Malmö, et il y a un jeu qu'a lancé la ville, c'est écrivez-moi un concours, écrivez-moi le trajet le plus stupide que vous ayez fait en voiture depuis une semaine. Mais de façon plus sérieuse, et on va arriver à Strasbourg, je crois que la prospective, elle s'est considérablement développée depuis quelques années dans les villes françaises. Je pense à Bordeaux. Alors, la première, ça a été Lyon, qui a lancé Millénaire 3, sous l'impulsion de Raymond Barre, donc c'était aux années 2000. Mais depuis, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, et même des villes plus petites, sont aujourd'hui engagées dans des exercices de prospective qui vont... Alors, il faut bien dire que là-dedans, il y a plein de visions de la prospective. Il y a des exercices qui sont simplement, je dirais, de l'animation, qui n'est pas inutile, mais plutôt de l'éducation, en fait, du partage de connaissances, mais sans avoir la volonté d'arriver à des scénarios construits. Et puis d'autres, comme Strasbourg, moi j'ai participé cet après-midi à la réunion, où là, effectivement, on se rend compte qu'on a des approches beaucoup plus professionnelles qui cherchent à évaluer différents scénarios par rapport à des critères de développement durable. Et donc, une des parties difficiles de l'exercice, c'est bien sûr d'abord définir ces critères, mais après, on s'est rendu compte que par une méthode de notation, on était capable de comparer différentes options de développement de la métropole par rapport à ces critères. Voilà, pour finir donc, mes conclusions et convictions. Moi, je suis convaincu qu'un mode urbain plus durable est effectivement techniquement possible. J'ai essayé de vous le montrer en vous montrant quelques petits exemples. Par contre, je suis également convaincu que pour changer ce mode, il faut agir simultanément sur de très nombreux leviers. C'est ça qui est compliqué. Il faut une méthode. Les principes de cette méthode, je les ai plutôt survolés, mais comment ils existent. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent. Comment améliorer la méthode, notamment sur la question des coûts urbains, qui aujourd'hui est assez maltraité. Comment impliquer Aujourd'hui, c'est vrai que c'est surtout dans les métropoles que la réflexion sur l'avenir, sur le développement durable et sur la prospective est engagée. Comment impliquer les communes plus petites, les communes de périphérie. Et puis aussi, comment faire rentrer l'État dans le jeu, parce qu'il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, depuis, l'État a un peu laissé jouer, depuis 10 ans, les villes les a laissées imaginer, mais pour l'instant, il n'y a pas de vision portée par l'État sur ce que pourrait être une ville idéalement durable. Alors, peut-être qu'il a raison de ne pas imposer une vision trop tôt, peut-être qu'il a raison de laisser jouer la diversité, l'invention, mais il y a un moment donné où effectivement, mon métier c'est aujourd'hui de conseiller des élus, et je me rends compte qu'ils ont besoin de modèles, ils sont un peu perdus. Si on dit à chacun
ta ville durable, ça prend du temps. Toutes les villes ne sont pas en capacité d'inventer leur propre scénario en partant de zéro. Elles préféraient pouvoir s'inspirer des modèles, pouvoir capitaliser l'expérience. Comme je vous l'ai dit, le temps de la stratégie est très compté.